de me présenter. Je suis le lieutenant-colonel Baloche des écoles de Saint-Cyr-Coquidon, chef du département informatique et chargé de la partie technique de la formation de nos cadets donc, sur l'informatique et depuis donc, 2 ans la partie cyber. Point de vue cyber, tous les personnels de la défense suivent une formation de base à partir du moment où il a besoin de traiter un système d'information. Aux écoles, depuis 2 ans, avec Didier, nous avons mis en place une formation pour nos cadets orientée technique et sciences humaines, d'un niveau au-dessus, bien sûr, du niveau de base, qui leur permet de comprendre les grands problèmes liés à la cybersécurité. Et puis donc, depuis cette année, nous avons la chance d'accueillir le master gestion de crise et cyberdéfense, dont Didier nous parlera tout à l'heure. Nous allons donc commencer par M. Olivier Bartheil. Donc Olivier est maître de conférences aux écoles de Saint-Cyr-Coquidon, spécialiste dans l'intelligence artificielle et la simulation. Il travaille au sein de la chaire cyberdéfense Sogeti Thales sur les problèmes de modélisation des actions. Et il travaille en relation avec de nombreux partenaires européens que nous avons eu l'occasion de rencontrer durant ces 2 jours. Monsieur Bartheil, je vous laisse la parole. Merci. Vous m'entendez là? Il faudrait mettre mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je vais vous présenter quelques réflexions que j'ai faites à propos des composants logiciels qui seraient censés convenir aux différentes plateformes cyber au sens large. Alors, de la conception vers l'implémentation. Donc, c'est une réflexion plutôt de technicien. La cyber étant un sujet que j'ai investi récemment, dans lequel les actions et la simulation sur lesquelles je travaillais ne faisaient pas partie initialement. Donc je vais vous présenter merci pour vous. C'est bon. Voilà, donc, alors, si je voulais revenir au transparent d'avant, voilà. Donc, alors, l'agenda, eh bien, je présenterai les besoins et les méthodes dans ce cadre, un certain nombre de concepts. Qu'est-ce qu'il est susceptible, dans mon contexte à moi, de réutiliser et qu'est-ce qu'il faudrait créer si on veut un ensemble homogène. Ensuite, comment ça se répartit en termes de work package, c'est-à-dire des agrégats de composants logiciels. Et du coup, quels sont les buts attendus de la plateforme à concurrer. Donc alors, l'analyse des besoins, alors sur des projets de cette dimension, il est clair qu'ils sont clairement spécifiés, que ce soit dans l'agence de défense européenne qui fait une analyse des besoins pour les entraînements sur des projets qui sont à peu près entre 3 et 5 millions d'euros, et la même chose pour des projets H2020 dans lesquels on insiste sur la partie duale et dans lequel il est question de traiter les menaces, mais c'est en 2017, mais en gros ça cadre
même périmètre. Voilà. Donc ça, les besoins sont là. Et au niveau des méthodes, eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle des advisory boards qui vont vous conseiller. Et donc on peut citer le CRTO qu'on a vu hier sur l'opportunité d'avoir un paysage des menaces, un modèle qu'on appelle le STIX qui permet de représenter ce qu'est une menace, ce qu'est un observable, ce qu'est un incident, un malware, et ainsi de suite. Et ensuite, un rapport intéressant de l'ENISA qui compare finalement qu'est-ce que c'est qu'une crise en cyber et une crise au sens classique. Donc les besoins de l'EDA, ça rejoint un peu ce dont les différents intervenants ont parlé ce matin. C'est-à-dire qu'il vous faut à la fois des besoins de plateformes d'entraînement pour les personnels civils et militaires, qui soient ceux qui sont engagés dans les crises, ceux qui sont des utilisateurs avertis et ceux qui sont des experts. Voilà. Alors, tel que c'est, conceptualisé par le CERT, le cyberespace, c'est en fait 3 couches. En dessous, vous avez la couche technique par où transite l'information, et donc c'est là-dessus que l'on commence dans un premier temps, si on le peut, à détecter des incidents. Ensuite, si vous en savez plus et que vous êtes capable d'identifier un malware ou une campagne, eh bien, vous pouvez appliquer une tactique, mais la tactique est guidée par une stratégie qui concerne, si on le peut, d'arriver à localiser les cybermenaces et les neutraliser. Donc alors, au niveau de la façon dont on encode les informations, il n'y a pas de raison, peut-être que ça avait été dit hier, de réinventer la poudre. J'avoue, en toute honnêteté, que je ne connais pas bien ce modèle, puisque je débute dans ce genre de codification, mais apparemment, c'est une firme américaine qui permet donc de dire ce que c'est qu'un observable, c'est-à-dire une donnée numérique qu'on a interceptée, qui sont agrégées, qui vont donner des indicateurs de la compromission, lesquels vont nous permettre de remonter au malware et identifier la campagne et ensuite finalement aux menaces. Voilà. Au niveau de l'ENISA, au niveau de la concept, l'ENISA décrit ce que c'est qu'une crise. Alors évidemment, on passe d'un niveau vert à un niveau rouge, mais comme les crises ont un caractère transient, on revient de toute façon à la normale, bien ou mal. Vous avez 5 étapes qui sont ordonnées dans le temps. Vous avez d'abord ce qu'ils appellent le sense making, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier l'incident en question. Ensuite, le meaning making, c'est-à-dire que vous essayez de faire une analyse du risque, ou autrement dit, vous essayez de corréler les causes et les effets pour savoir ce à quoi vous êtes confronté. Ensuite, vous avez le decision making, qui est l'implémentation de la tactique pour tenter de juguler le risque. Et ensuite, quand la phase s'est terminée, il faut déjà interpréter ce qui s'est passé et avoir le rétex, qu'on appelle le after action review. Alors, l'idée, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un diagramme de risque. Si vous êtes en haut à droite, eh bien, vous êtes mal, c'est-à-dire qu'il y a une occurrence qui est très haute et en plus les effets sont désastreux. Quoi qu'il en soit, quand vous avez identifié le risque, l'idée c'est de descendre selon la diagonale pour réduire la probabilité et réduire la conséquence. Donc ça, c'est vraiment l'implémentation de la cyberdéfense en termes de tactique et ensuite de stratégie. Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'on peut reprendre ou réutiliser dans le contexte que je vous mentionne pour essayer d'encoder ces concepts. Alors, eh bien, j'ai été au mois d'octobre à un séminaire au temps et il y a des Tchèques qui ont proposé une plateforme pour des exercices de cyberdéfense. Je leur ai écrit, ils m'ont répondu hier, donc ils sont prêts éventuellement à collaborer. Et si un partenariat se fait, ils vont donner des composants logiciels qu'on va déjà pouvoir utiliser au lieu de les réécrire nous-mêmes. Ensuite, il y a une partie ici qui est en rouge parce que celle-là, elle n'est pas encore écrite. Eh bien, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire pouvoir enregistrer les événements, les observables, les campagnes et tout, qui interviennent lors de l'exercice pour pouvoir après, adapter une tactique dessus. Et finalement, un composant logiciel qu'on appelle le SCOTI, alors c'est là que ça glisse, c'est-à-dire qu'en 2014, un consortium de 10 partenaires et le CREC à Saint-Cyr a essayé de proposer à la commission un simulateur de contre-terrorisme, destiné aux forces spéciales. Malheureusement, il a été
rejeté, mais l'idée c'est de réutiliser ce qui peut l'être pour essayer de le transformer dans un contexte de cyberdéfense. Voilà. Donc alors en fait, l'idée c'est que si vous avez ces trois composants logiciels dont je viens de parler, la partie basse qui est la partie verte, elle est assurée par la plateforme de simulation qui éventuellement reste vert si rien ne se passe, mais évidemment il va se passer des choses. Donc on observe en continu l'information, un incident se passe, il est détecté, et là vous remontez à la couche orange qui elle va modéliser et savoir si c'est un observable, un indicateur, une campagne, ainsi de suite. Et après, vous lâchez la grosse cavalerie en haut, c'est-à-dire pouvoir déduire une tactique et donc une implémentation pour résoudre la crise. Ça, c'est le domaine idéal dans lequel on peut éventuellement tout automatiser à partir du moment où on spécifie de façon claire ce que c'est qu'un modèle, et on va le voir, ce que c'est qu'une doctrine, ce que c'est qu'une tactique, ce que c'est qu'une action, en fait, ce que c'est qu'une planification. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir un spectre fonctionnel le plus large possible qui devrait être capable de simuler complètement une cyberattaque, que ce soit et également une cyberdéfense, et après on réduit et on voit ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Alors comme je l'ai dit, Scotty, eh bien, on ne peut pas réutiliser le composant visuel qui se déplace dans les buildings pour essayer de mener une opération de contre-terrorisme. Par contre, pour tout le reste, on va essayer de le récupérer pourvu qu'on arrive à les connecter de façon satisfaisante, parce que l'interopérabilité et la configurabilité, c'est quelque chose qui ne sont pas évidents du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez dans notre plateforme, elle, de couche basse? Il faut qu'elle soit capable de modéliser, de simuler les ordinateurs, les réseaux. Il faut que vous ayez une boîte à outils pour vous construire le scénario sur une architecture cloud. Alors là, les Tchèques m'ont dit qu'ils ont réussi avec 40 participants et 110 ordinateurs simulés, parce que tout est simulé, connectés et dans l'architecture réseau. Et ensuite, il faut que vous soyez en mesure de regarder ce qui se passe au niveau du réseau, de détecter les attaques, de faire des tests de pénétration. Vous lancez vos exercices là-dessus, ensuite vous évaluez par des scores ce que donnent les intervenants de façon manuelle, et après vous faites des analyses sur tous les données que vous pouvez récupérer pour localiser les cyberattaques. Mais ça, c'est pas suffisant, il faut le coupler ensuite après avec la création des modèles qui caractérisent les cybermenaces, avec le modèle dont je vous ai parlé, et donc de créer du coup les observables, les indicateurs, la campagne, et d'enregistrer tout ce qui peut vous intéresser au-dessus de la couche, et après vous le connectez à la partie tactique qui est Scotty, dont je vais vous parler. Ça, c'est ce que je suggère de réutiliser à partir de la simulation sur les forces spéciales. Il vous faut une partie à gauche qui permet de décrire de façon rigoureuse les modèles, les doctrines et ce qu'on appelle la médo en français, c'est-à-dire la méthode d'élaboration de décisions opérationnelles. À partir de ce moment-là, si vous avez cette base normalisée, vous pouvez tester des cyberdoctrines et savoir si ça donne oui ou non à satisfaction. Il faut que vous ayez en plus une architecture d'exécution de plan pour que quand vous donnez un ordre ou une doctrine, ça s'exécute sur la plateforme pour que vous puissiez après regarder les effets de votre défense. Ensuite, il faut que vous ayez les attaquants, donc ça c'est ce qu'on appelle agent base. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de modéliser des cellules d'attaquants, et en fait, dans le meilleur des cas, on a carrément un jeu attaque-défense sans qu'il y ait aucun intervenant. Et ensuite, il vous faut la partie After Action Review qui regarde ce qui s'est passé et ainsi de suite. Et là, vous pouvez faire des analyses de crise et ainsi de suite. Voilà. Donc alors, ça c'est le côté idéal dans lequel vous pouvez mettre des intervenants manuellement, débrayer, tester des scénarios automatiques à toutes les couches dont vous disposez. Donc l'idée c'est la partie verte, défendre des informations des infrastructures, retrouver des réseaux à compromis, investiguer les attaques, mais aussi rejouer des scénarios, avoir une large base de scénarios
pouvoir regarder en temps réel ce qui se passe, pouvoir faire l'analyse des actions qui ont été faites et tester les cyberdoctrines parce qu'on est dans un champ d'investigation où évidemment tout est à faire de ce point de vue-là. Et du coup, là, il y a intérêt à s'appuyer aux standards OTAN, les choses comme ça, dans lesquelles le plus c'est normalisé, le plus c'est susceptible d'être reproduit de façon fidèle par ce genre de plateforme. Alors, la question, ces choses-là, combien ça coûte, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser ça? En gros, il faut des consortiums avec à la fois des industriels, des laboratoires, des advisory boards, des end users, et en fait, ce sont des projets qui se financent en gros aux alentours de 4-5 millions d'euros et sur une durée à peu près de 1 à 3 ans. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose que comment dire, mes collègues et moi-même vous dirons que c'est faisable et ça va se faire dans les années qui viennent, mais c'est vraiment de l'artillerie lourde. Voilà. Merci.